On cherchait un coin génial pour pouvoir filmer le bilan des 3-4 premiers mois de notre vie en van. Et on l'a trouvé puisqu'on est dans la réserve naturelle de la Sierra d'Irta. C'est magnifique. Par contre, il y a un vent pas possible. Donc on va pas pouvoir filmer à l'extérieur parce que vous ne nous entendrez pas. Et on va être obligé de le faire à l'intérieur du van. Quoi qu'il en soit, ce coin-là est vraiment génial. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voulions tout d'abord vous remercier de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et cela nous fait très plaisir. Nous sommes toujours très contents de vous retrouver et de lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, ça nous fait toujours plaisir. Un grand merci à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous avons décidé exceptionnellement de changer le format pour vous partager notre bilan de nos 3 premiers mois de vie et de voyage en van, car vous avez été nombreux pendant les fêtes à nous poser des questions. Donc nous allons vous parler dans cette vidéo des points forts et des points faibles de notre van, mais aussi de l'importance du choix de la destination, des différences entre voyager en été et voyager en hiver dans un van. Nous aborderons également l'organisation quotidienne, notre budget pendant notre road trip sur les 3 premiers mois et l'impact du Covid sur notre voyage. Nous, on a décidé il y a un peu plus d'1 an avec Agnès de mettre en pause notre carrière professionnelle pour partir pendant 11 mois en année sabbatique. Alors moi j'ai un peu de chance parce que l'entreprise où je travaille accorde 15 mois. Donc on a pris 15 mois et on est parti 15 mois en année sabbatique pour faire le tour de l'Europe. Pendant ces 15 mois, on a prévu un grand road trip dans toute l'Europe. Vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs qui s'affichera quelque part pour voir un petit peu ce qu'on avait prévu au départ. Alors les points forts et les points faibles du van qu'on a. Alors aujourd'hui, nous on voyage dans un van, c'est un Renault Trafic qui a été aménagé par Glennan Concept Car. Et donc c'est le Trafic le plus compact possible, il fait 2 mètres de haut et 5 mètres de long, donc il n'y a pas plus petit comme van. Donc les gros avantages, les gros points forts, il est très petit pour un van et il est maniable comme une grosse voiture. Donc ça nous laisse une bonne liberté, on peut se garer dans des places de parking, dans les supermarchés, sauf les parkings souterrains où vraiment c'est un peu trop bas, mais sinon on va partout. On est aussi assez discret. On a un toit relevable pour pouvoir se tenir debout, parce que naturellement dans le trafic vous vous tenez pas debout. Hein. Et quand le toit est plié, tu es à 2 mètres, donc tu payes le prix d'une voiture sur l'autoroute, tu conduis ça comme une voiture. Après, un gros avantage de notre Trafic, c'est qu'en fait il consomme peu par rapport à un camping-car ou un fourgon. Actuellement on est à moins de 6,5 litres pour 100 km sur les derniers 10 000 km que l'on a fait. Un autre gros point fort de notre van, c'est que il nous offre plus de confort que lorsque l'on voyageait en camping avec notre tente ou donc en sac à dos ou à vélo. On a une meilleure literie, on a le frigo, le chauffage, donc ça c'est vraiment un gros luxe. Le dernier avantage que moi j'y vois à notre van, c'est qu'en fait c'est très facile de passer du mode conduite vers le mode camping, donc cuisine, loisirs, et au mode nuit également. Donc c'est allez, on va dire en 30 secondes, vous passez de l'un à l'autre, donc ça c'est un vrai plus. Vous pouvez faire tout sans être obligé de descendre, de passer par l'extérieur. Donc là aussi, les jours où il fait de la pluie, c'est vraiment agréable de ne pas se mouiller pour aller chercher quelque chose dans le coffre, comme la table ou autre. Après sur les points faibles, alors le plus gros inconvénient qu'on voit, on le savait quand on l'a acheté, hein, on le savait, on n'a rien découvert, hein, mais le plus gros inconvénient du van, c'est que comme il est petit, on peut pas avoir une douche et un WC permanent. Alors la douche encore,
pourrait faire 100. Le WC c'est un peu compliqué. Quand vous êtes dans des zones, alors quand vous êtes dans des zones désertiques et qu'il fait pas trop mauvais, on peut s'en sortir dans la nature. Quand vous êtes dans des zones urbaines ou qui fait vraiment très mauvais, là ça devient vraiment sportif et franchement c'est un gros point faible. Après voilà, c'est l'inconvénient, il y a les avantages de ces inconvénients, hein. Il y a les inconvénients de ces avantages. Donc il est petit, on n'a pas de toilette, on n'a pas de douche. Alors, je rectifierai, on a une douche, mais elle est extérieure Oui. et derrière, elle est cale au froid. Donc l'été, c'est très bien. Quand vous revenez de la plage pour vous débarrasser du sel, c'est nickel. Par contre, pour vous doucher au Monténégro par 4 degrés, c'est pas l'idéal. Après, voilà, un des manques qu'il y a sur le camion, c'est qu'on n'a pas de système de production d'eau chaude. Alors, système de production d'eau chaude, il existe tout un tas de choses que vous pouvez trouver à gaz, à essence, à gasoil, à électricité, bref. Il y a plein d'options pour avoir de l'eau chaude en van. Nous, ce qui nous pénalise encore une fois, c'est un peu la place. Si on stocke une bouteille de gaz pour alimenter un chauffe-eau à gaz, c'est le volume d'une bouteille de gaz qui disparaît. Et aujourd'hui, on est parti avec le minimum. Alors, on peut toujours faire moins, hein, mais les choses deviennent de plus en plus compliquées. Pour ce qui est de la solution des WC, on est parti au départ en se disant on fera 100, on va voir, puisqu'on avait déjà campé en mois de juillet août sans toilette portable, ça posait aucun problème. Sauf qu'on se rend compte que quand on arrive dans la mauvaise saison là, généralement dans les pays un peu froids, ils ferment l'eau, ils coupent l'eau pour éviter que les canalisations gèlent. Donc vous n'avez plus de toilettes publiques dans les villes. Donc vous vous retrouvez sans toilette assez rapidement. Donc pour pallier ce problème-là, on a acheté des WC chimiques. Donc on a amputé une partie de la soute pour mettre des WC chimiques. Ils font office de dépannage quand on est vraiment coincé. Autre inconvénient, on n'a pas de grande soute. On aurait bien aimé ranger tout un tas de trucs. Je suis sûr que déjà par rapport à quelqu'un qui part avec un sac à dos, mais enfin, c'est le luxe ici. Mais par rapport à quelqu'un qui part avec un van plus gros, c'est spartiate en fait. On aurait aimé embarquer un canot pneumatique, on aurait aimé embarquer, je sais pas moi, plein d'autres trucs, peut-être un peu plus loisirs. Les vélos, bon, comme il n'y a pas de grande soute, on est assez limité dans le rangement des choses, donc on a pris le minimum. On est parti avec les chaussures de marche, les bâtons de marche, et voilà. Le reste, on limera quand on aura besoin. C'est ça. Voilà. Comme on n'a pas de grande soute, en fait, on a bien réfléchi à ce qu'il fallait qu'on prenne. Et on a pris le strict minimum, mais pour l'instant, c'est suffisant. Moi, le dernier point faible de notre van, et là aussi, comme le disait Pierre, c'est l'inconvénient de ses avantages, c'est-à-dire que le van, il est petit. Donc forcément, on manque de place. La partie habitable est petite, donc il faut cohabiter dans un petit espace qui nous oblige à faire les mêmes choses au même moment. C'est-à-dire que si on cuisine, faut qu'on cuisine ensemble, parce que l'autre peut pas être en train de travailler à ce moment-là, parce que la table est prise pour plan de travail. Donc voilà. Mais c'est vrai que comme on aime bien faire des choses identiques, ça nous embête pas trop. Voilà, mais vous faites la même activité au même moment. Il n'y en a pas un qui peut dormir pendant que l'autre sort à la table et se met à travailler à l'ordinateur. C'est pas possible. C'est soit on dort, soit on mange, soit on bouquine, mais c'est la même chose au même moment. C'est surtout vrai pendant les périodes d'hiver où en fait on peut moins exploiter l'extérieur. L'été ou au printemps, dès qu'il fait bon, c'est bon, on peut derrière l'un aller à l'extérieur et se vaquer à ses occupations tant que l'autre fait autre chose à l'intérieur. Mais c'est vrai que l'hiver, en fait, il faut vraiment bien être coordonné. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les avantages et les inconvénients de notre van. Je dirais que globalement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients et qu'on est très content de notre van. Ouais, carrément, ouais, c'est super bien.
Bon, après avoir vu les avantages et les inconvénients, tout de suite après, la destination est à bien évaluer. Selon le type de fourgon que tu vas avoir plus de liberté pour aller par exemple dans les pays froids, euh, sans aucun souci, alors que par exemple sur notre van, on est un petit peu limité là-dessus. Pour des raisons simples et techniques, hein, on a les cuves d'eau qui sont sous le camion. Et quand tu es en plein hiver, qui fait un petit 0 degré, ça se passe bien. Quand ça descend vraiment méchamment, ben, tu peux avoir l'eau qui gèle dans la soute, dans la cuve d'eau et dans les tuyaux. Et c'est la catastrophe. Après, si tu as l'eau qui gèle et qui fait péter les tuyaux, c'est perdu, quoi. Donc il y a des choses que tu peux te permettre, des choses que tu peux pas te permettre. Donc nous, on a un van qui est très bien taillé pour l'été. Pour l'hiver, c'est un petit peu plus délicat. Donc on est obligé vraiment d'adapter notre destination à des climats plutôt cléments, voire très cléments. Et donc on est resté plutôt sur l'arc méditerranéen pour bénéficier de températures plutôt douces. Donc notre van n'est pas 4x4 non plus, donc les zones où on a besoin de faire du franchissement, comme certains pays d'Afrique, pour le moment c'est pas possible pour nous. Donc voilà, pour éviter les galères, en fait, il faut bien connaître son van et connaître ses limites. Et donc fixer son itinéraire en fonction des possibilités du van que l'on a. La vie en van est quand même agréable. On a un système de chauffage, donc on peut arriver à faire pas mal de choses. Et l'Europe est tellement vaste que c'est pas une réelle contrainte de ne pas pouvoir aller dans les pays nordiques l'hiver. Nos 3 premiers mois de voyage nous ont permis de voir, comme on s'en doutait un peu, que voyager en été et en hiver, c'est très différent. Le gros avantage de voyager en automne-hiver, c'est qu'il y a très peu de touristes et donc les visites sont plus faciles. Vous n'avez pas besoin de réserver très longtemps à l'avance. Il n'y a pas de monde, donc on peut profiter des lieux sans la foule. Donc à notre rythme, c'est super agréable. Vous pouvez faire des photos où il n'y a personne au lieu d'avoir une foule. Donc ça, c'est vraiment le top. Mais le voyage en van en hiver présente également quelques inconvénients. Et le plus gros inconvénient à nos yeux, c'était que les journées sont très courtes. Alors là aussi, ça dépend de la destination où vous êtes, hein. C'est-à-dire que plus vous êtes à l'est, plus les journées sont courtes. C'est-à-dire, plus vous êtes à l'est, et plus le soleil se couche tôt le soir. Pour vous donner un exemple, quand on est en Croatie ou au Monténégro, on y est au mois de novembre, et au mois de novembre, mi-novembre, fin novembre, le soleil se couche sur la mer à 4h30 l'après-midi. C'est-à-dire qu'à 5h, il fait nuit noire. Et globalement, quand vous vous déplacez comme ça, c'est vraiment très conseillé d'avoir trouvé son point de chute avant la tombée de la nuit. Alors que si tu te trouves sur l'ouest de l'Europe, en Espagne par exemple, le soleil au mois de janvier se couche aux alentours de 5h30, 6h moins le quart. Globalement vers 6h, 6h15, il fait nuit. Mais ça te laisse un petit peu plus de temps. Alors ok, le matin ça se lève plus tard, d'accord, mais c'est pas grave, le matin tu peux te lever, allumer la lumière, prendre ton petit déjeuner, ça pose pas de problème. Par contre le soir, la tombée de la nuit très tôt comme ça, avec le décalage horaire qui arrive au mois d'octobre-novembre, c'est vraiment... enfin, moi ça m'a mis une petite claque là, je l'avais pas vu arriver celui-là. Donc, comme on vous le disait, en fait, l'inconvénient de voyager en hiver, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Donc, les toilettes publiques, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a également énormément de campings qui sont fermés. Et donc, comme on n'est pas autonome, totalement autonome, il faut que de temps en temps on trouve des campings, et donc derrière ça impose des contraintes sur notre itinéraire. À partir de midi, on commence à regarder où est-ce qu'on va dormir le soir, de façon à ce que à 15h on soit posé. Donc c'est vrai que
c'est complètement différent. En été, on a plutôt l'habitude de commencer à regarder où est-ce qu'on va dormir vers 17h, 18h. Ouais. Là, il faut vraiment se poser la question bien avant, puisque entre la nuit qui tombe tôt et le fait qu'il y a peu de camping ouverts, il faut vraiment jongler. Un autre inconvénient du voyage en hiver, c'est que en fait, on lutte continuellement contre l'humidité dans le van. Alors oui, l'humidité, elle est inhérente au voyage en van, puisque dès que vous avez des parois froides, vous avez de la condensation dessus. C'est un problème. Dès qu'il fait beau, on peut ventiler, pas de problème là-dessus. Le seul frein à la condensation et à l'humidité, c'est d'avoir un van qui est vraiment isolé, y compris tout ce qui est vitrage. Parce que là, nous, le matin, quand on se réveille, on a les vitres qui sont trempées, comme s'il n'y avait plus à l'intérieur. La dernière contrainte que je vois à voyager l'hiver, c'est en fait, dans certains pays, il y a l'obligation d'avoir des pneus hiver ou des chaînes pour circuler. La grosse difficulté, c'est qu'en fait, la réglementation varie d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, mais c'est les dates d'application qui varient. Les caractéristiques du pneu qui est accepté sont différentes. Certains endroits où ils vont accepter les pneus dits 4 saisons, donc les M+S là, alors qu'à d'autres endroits, c'est uniquement les pneus hiver, donc le symbole 3PMSF, c'est-à-dire le flocon avec entouré de 3 pics montagneux là. À des endroits, les pneus cloutés sont autorisés. Certains endroits, pour les pneus hiver, il vous faut des pneus hiver, mais en plus, il vous faut vérifier la profondeur minimale des sculptures, parce que certains endroits, il faut qu'elles soient de 2 mm au minimum, mais à d'autres, il faut que ça aille jusqu'à 5 mm. Donc, ça varie énormément. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde systématiquement, avant de rentrer dans un nouveau pays, quelles sont les règles à suivre. Et en fonction des règles à suivre, on se dit, ok, c'est bon pour nous, on peut passer ou pas. Sachant qu'on a fait le choix, lorsqu'on est parti, de ne pas s'équiper de pneus hiver, et donc d'éviter les zones où ils sont obligatoires. Bon, si c'était à refaire, on ferait peut-être différemment. Le choix a été fait comme ça parce que les pneus étaient neufs en fait. Les pneus qu'on avait sur le van étaient vraiment neufs. S'ils avaient été mi-usés, 3/4 usés, on aurait mis des pneus hiver sans réfléchir. Ok, on les aurait tués au bout d'une année, d'accord, mais on n'aurait pas eu de contrainte là-dessus. Donc voilà, je pense que on a fini les points sur les contraintes du voyage en hiver. Vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir comment on s'organisait au quotidien. En fait, cette question-là nous embête toujours un peu parce qu'on n'a pas de journée type, donc comment on s'organise de façon comme à la maison, c'est-à-dire que on fait les courses, on cuisine, on a le minimum nécessaire pour pouvoir cuisiner tranquillement dans le van. Ensuite, au côté lessive, en fait, on fait la lessive dans les lavomatiques ou dans les campings où il y a des machines à laver. Après, au niveau de notre semaine, pour pouvoir faire les montages vidéo, on se pose vraiment une journée complète où on fait que de la vidéo et que de la rédaction de blog. Mais c'est vraiment le seul point qui est la seule routine que l'on a mis en place. Le reste, en fait, on s'adapte. On a décidé de plus mettre de réveil et ça, c'est vraiment le pied. On se lève quand on se réveille naturellement, donc ça, c'est vraiment super. Côté budget, en fait, donc nous, on a décidé de partir dans 15 mois en voyage sur nos économies. On fait attention à nos dépenses. Le plus gros poste de dépenses, en fait, c'est les campings. Ensuite, on fait très peu de restos et on cuisine beaucoup pour alléger ce budget-là. Donc là, je dirais les courses, ça va dépendre du pays où vous vous trouvez. Mais je dirais que dans les pays que nous avons traversés jusqu'à maintenant, donc Allemagne, Autriche, Hongrie, Croatie, Monténégro, Italie et Espagne, soit
les prix sont équivalents à au prix français, soit ils sont moins chers, donc ça serait la même chose que si on mangeait en France. Vu qu'on cuisine, bah, c'est le même budget. Côté carburant, bah là c'est très variable d'un pays à l'autre. En Italie, c'est le seul pays où le carburant était plus cher qu'en France. Au Monténégro, c'était le pays où le carburant était le moins cher. Après, comme le van consomme pas énormément et qu'on fait pas énormément de kilomètres, globalement on fait une centaine de kilomètres par jour en moyenne. C'est-à-dire que là, on est à 110 jours de voyage et on a fait à peu près 10 000 km. Ce budget-là est certes important, mais pas non plus énorme. Mais notre plus gros point de budget, c'est le prix des campings. Parce que les campings en Allemagne, en Autriche, Croatie et en Italie, elles sont beaucoup plus chères qu'en France. Alors, on l'avait prévu, c'est pas une surprise. On pensait pouvoir dormir plus souvent à l'extérieur des campings, mais comme on vous l'a expliqué, vu que les toilettes publiques sont fermées, on a été obligé de faire plus de nuits en camping que prévu. Mais bon, pour l'instant, on est dans le budget que l'on avait prévu, donc pas de problème. C'est histoire de camping, je pense qu'en été ça changera. Parce qu'en été on va reprendre le rythme qu'on a déjà connu, où on arrive à dormir 2 fois dehors et 1 fois en camping, histoire de pouvoir remplir l'eau, etc. Donc je pense qu'en été les budgets les différents postes vont s'inverser. On sera dans les pays nordiques, l'essence sera plus chère, les campings seront plus chers mais on ira moins souvent, bref. En fait, on n'a pas de mauvaise surprise dans notre budget. À ce jour, en moyenne, on est entre 20 et 25 euros par personne et par jour. Essence Tout compris. Tout compris. Essence, visite. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ouais, en fait, quelque chose qu'on n'avait pas suffisamment anticipé, c'est le budget visite en fait. Le budget visite est plus important que celui qu'on pensait. Donc comme finalement le budget alimentation est moins important que celui qu'on pensait, bah, ça compense. Mais le budget visite est plus important parce que en Croatie par exemple, tous les parcs naturels sont payants. Et c'est vrai qu'en France on n'a pas cette habitude-là. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler de l'impact du Covid sur le voyage? Ça, c'est très intéressant comme question. Est-ce que le Covid nous a handicapés? Est-ce que le Covid nous a bloqués? Est-ce qu'on a été obligé de contourner des frontières, de passer en douche, de passer la nuit entre les barbelés pour éviter les contrôles? Eh bien non, en fait, aujourd'hui, alors, pourvu que ça dure, hein, je vais toucher du bois là, voilà, il y a du bois partout, je vais toucher du bois. Mais l'impact Covid, il a été très faible. Moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir la différence entre ce qu'on entend aux informations, les mesures qui sont prises pour passer les frontières, les contrôles, ceci, cela, et en fait la réalité du terrain où il se passe rien en fait. Vous traversez les frontières comme si de rien n'était, pour l'instant. Les seules fois où on a été arrêté aux frontières, c'était pour des contrôles douaniers, c'était pour des contrôles d'immigration. C'est quand on sort et qu'on rentre de l'espace Schengen ou quand on change de pays qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Mais sinon, quand on passe d'Italie à France, de France en Espagne, de France en Allemagne, d'Allemagne en Autriche, en fait il ne se passe rien. Voilà, absolument rien. En fait, il y a une réelle différence entre si vous rentrez dans le pays en avion ou par bateau et si vous rentrez dans le pays en voiture. En fait, globalement, si vous rentrez dans le pays en voiture, hormis en Croatie où ils nous ont demandé à la frontière notre passe sanitaire, c'est le seul endroit où ils nous l'ont demandé. Mais après, derrière, pour l'instant, et on espère que ça va durer comme ça, le Covid n'a pas eu d'impact sur notre itinéraire. On espère que ça va durer comme ça, mais on sait bien que c'est une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. On le savait quand on a décidé de faire ce voyage, et on fera avec. Donc pour conclure cette vidéo sur notre bilan des 3 mois,
Mais on va dire que on est ravis de notre voyage, que pour l'instant on n'a pas eu de galère. Donc comme dit Pierre, je touche du bois pourvu que ça dure. Mais c'est vrai que on voit des choses fabuleuses. On est passé dans des endroits qui sont superbes. On connaissait pas bien l'Europe, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait vraiment pas bien l'Europe. Il y a plein d'endroits où on s'est dit qu'il faudrait qu'on y retourne, pourvu que les 12 prochains mois continuent comme ça sera l'idéal. Ah ouais, c'est même chose, hein, même chose qu'Agnès, même ressenti, c'est absolument génial. Partout où on va, on nous dit mais vous avez de la chance, mais vous avez raison. Et bon, alors la chance, ça se travaille un petit peu quand même. Sinon, oui, si on a l'occasion de faire un voyage comme ça, faut pas trop y réfléchir à deux fois, il faut le faire. Et c'était une des choses qui nous avait poussé à le faire, c'était de se dire, si on le fait pas maintenant, est-ce qu'on regrettera plus tard de ne pas l'avoir fait? Et après s'être posé cette question-là, on s'est dit non, allez, on met tout en œuvre et on y va, on fonce, on planifie et on part. Alors, la planification, c'est elle, c'est pas moi. Mais on a de la chance, oui. On en profite, oui. C'est génial, oui. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On y répond. Pour l'instant, on est loin d'être submergé par les commentaires, donc vous pouvez poser toutes vos questions. On prendra le temps d'y répondre, de rigoler, de se marrer en y répondant même. Voilà. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format exceptionnel vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine. À bientôt. Ciao. Salut.